Et, et donc Zajanka, je connaissais très bien ses films, tous, quasiment. Et lui aussi connaissait mes films, c'est pour ça qu'il m'a demandé. Et en fait, on s'est très bien compris tout de suite. Et on pouvait improviser ensemble, même sans parler la langue. Il parle un peu anglais, mais pas très très bien. Mais c'était suffisant. Et il y a des moments où on se faisait des signes comme ça, et on comprenait très très bien. Je connaissais très bien le scénario, bien sûr. Et même les moments au tout le début de la première partie, qui est beaucoup de caméras à l'épaule, il faut vraiment improviser. Et il m'a demandé d'une caméra qui n'est pas mise en place parfaitement, contrairement aux parties suivantes. Et il m'a demandé d'improviser, et des fois il faisait improviser ses acteurs, donc au mandarin, dont je parle pas au mandarin évidemment. Mais je savais très bien de quoi il parlait, et puis après ils improvisaient, et donc tout à coup j'allais chercher la réaction, je sentais qu'il se passait une chose, et j'allais vers celui qui parlait, puis j'allais vers celui qui écoutait. Et après il était ravi, j'avais bien senti le bon tempo, même si je ne savais même pas ce qu'ils se sont dit. Voilà, donc il y a eu une vraie magie qui s'est passée comme ça. C'est qu'on était toujours en phase, et c'est une blague que j'aime bien dire maintenant, c'est qu'avec lui, on ne parlait pas la même langue, on se comprenait tout le temps, et croyez-moi, il y a des réalisateurs français qui peuvent me parler pendant une demi-heure et je ne comprends rien à ce qu'ils me disent. Et pourtant on parle la même langue. Voilà. Oui, parce que j'ai lu que le chef électro parlait anglais, en revanche le chef machiniste ne parlait que le mandarin, et, voilà. Et pourtant il s'est passé... Parce que j'avais déjà tourné un petit peu en Chine, et de la pub avec Wong Kar-wai et tout ça, donc je connaissais un peu. Et je sais qu'en Chine ils ne parlent pas du tout anglais. Et donc, c'est la première fois de ma vie que j'ai emmené, parce que j'aime beaucoup tourner à l'étranger, vous savez, dans ma carrière, j'ai de l'Argentine, en Israël, aux États-Unis, au Canada, donc en Chine, ou en Angleterre, mais j'aime toujours prendre les équipes localement, parce que pour moi c'est ça le voyage, c'est travailler avec des gens sur place. Là, c'est la première fois de ma vie que j'ai emmené une assistante caméra française, juste parce que c'était une bonne partenaire, et puis c'était quelqu'un qui a beaucoup voyagé, parce que souvent les Français à l'étranger ne sont pas très drôles quand même, il faut connaître. Et là c'était très... Voilà, c'était une bonne partenaire, mais surtout j'avais besoin de quelqu'un qui parle français près de moi, parce qu'au dernier moment, quand vous voulez changer d'objectif, de filtre, où il faut bouger la caméra, il faut aller très vite. Là, il n'y a pas besoin, là on ne peut pas passer par un interprète qui va traduire, mal traduire, parce que c'est des trucs techniques, etc. Donc il fallait ça. Donc, de mon côté de l'équipe caméra, sinon tous les autres à la caméra, il y en a un qui parle un petit peu anglais, mais sinon, enfin, il ne parle pas du tout anglais, quoi. Évidemment pas français. Et en effet, le gaffeur, le chef électricien, lui, il vient de Hong Kong, il a fait tous les films de Wong Kar-wai, donc évidemment Hong Kong, il a connu le Hong Kong anglais et tout ça, donc lui, il parle anglais. Et il a vraiment très bien tenu son équipe, et puis le machiniste, il ne parlait pas du tout français ni son équipe. Mais on se comprenait très bien, c'est un très très bon machiniste. Après, la première partie c'est beaucoup à l'épaule, mais dès qu'on est la moitié sur le fleuve, vers le barrage des Trois Gorges, et puis là, toute la fin, tout ça c'est toujours sur rail et tout, et il était formidable. Donc j'y montrais, voilà, Cao Tao, l'actrice, Cao Tao, voilà, hop, ok, et hop, il faisait, et voilà. Et on faisait un mix comme ça, et ça marchait très bien, et il sentait très bien les choses. Donc c'est un drôle de truc, c'est un drôle de fonctionnement, évidemment. Dans le dernier numéro de Positif que vous aviez tout à l'heure à l'entrée, il y a 10 pages sur le livre, et Positif est une excellente revue. Alors, on a posé la question à Yazanke, la revue Positif a demandé comment ça s'est passé avec Éric Gauthier. Donc, chef opérateur très respecté, dit Positif, mais dont la culture est très éloignée de votre univers. Et voilà la réponse de Yazanke. C'est pas tout à fait vrai. Parce que je connais quand même vraiment bien ces films, je connais bien le cinéma asiatique, grâce à Assayas en particulier. En tout cas, voilà la réponse de Yazanke, elle est vraiment intéressante, c'est pour ça que je voulais vous la lire. Nous avons, alors voilà ce que disait Yazanke de votre collaboration. Il dit: nous avons commencé par faire connaissance en regardant les œuvres réalisées par chacun. J'apprécie beaucoup ces images, mais il n'avait jamais travaillé pour un film chinois. Au début, nous nous parlions par l'intermédiaire d'un interprète, mais au bout de 2 ou 3 jours, il s'est avéré qu'avec un vocabulaire très simple, composé de mots importants, il comprenait absolument tout. Ce qui m'a confirmé que le cinéma est un langage en lui-même, qui passe par-delà les différences de langue. Très vite, nous nous sommes trouvés sur la même longueur d'onde. Ce qui m'impressionnait, c'est qu'il connaissait par cœur tous les détails du scénario, et chaque fois que les acteurs improvisaient ou apportaient des éléments nouveaux, il s'en rendait compte immédiatement et les retenait. Il me disait qu'il retenait tout comme une partition musicale. Ah, voilà.
Mais ceci dit, c'est pas pour ce film, hein, c'est sur tous les films. Hein. Quand je commence un film, je connais vraiment par cœur. Je sais exactement de quoi il s'agit et je le connais dans toute sa longueur, dans toute sa durée. C'est-à-dire que moi, je passe mon temps en préparation à reconstruire ou à déconstruire. C'est-à-dire, en fait, je fais le chemin inverse du scénariste qui essaye de construire toute l'architecture du film. Moi, je la déconstruis pour comprendre. J'ai besoin en gros d'une vision globale du film, du scénario, comme une partition, comme un score de musique qu'on peut étaler. C'est ce que je fais physiquement. Je me fais toujours une continuité de toute l'histoire et sentir quels sont les moments importants où il faut ramener des choses en contraste, des choses en douceur, en contrepoint ou au contraire en dissonance. C'est un peu comme une symphonie, quoi, comme de la musique. Et après ça, en effet, quand on fait des plans le jour même, je sais exactement où ça s'inscrit. Donc de toute façon, j'ai toujours travaillé comme ça. Donc là, a fortiori, mais en même temps, ça ne change pas grand-chose, parce que même si la langue n'est pas la même si je ne comprends pas ce qui se dit, je sais les enjeux. Et ça, c'est la préparation, c'est que je sais aussi, avec Sachant que, il m'expliquait avant quels étaient les enjeux pour lui, les scènes. Et souvent, c'est pas ce qui est écrit dans le scénario. Donc moi, je suis là pour faire l'ambiance qui va aller dans le sens ou contre ce que c'est en train de raconter, par exemple. Est-ce qu'il avait des principes, enfin, quels ont été les premiers principes qu'il a énoncés ou les contraintes qu'il vous a énoncées avant de démarrer? Est-ce qu'il y avait comme ça, est-ce que c'était bordé d'une façon particulière? Oui, dès le début, il voulait faire 3 parties différentes, parce que c'est 3 époques différentes. Donc on est en 2001, 2006, en gros, et puis de nos jours. Et donc il voulait les traiter différemment, voilà. Donc, et il m'a parlé tout de suite de la pellicule, pour une raison simple, c'est que la partie centrale, en fait le film est tourné en numérique, la première partie, la dernière partie aussi, avec des caméras différentes, des objectifs différents, des systèmes différents, des définitions différentes. Et la partie centrale sur le fleuve, le Yangtze, c'est près du barrage des Trois Gorges, donc c'est tourné en pellicule. Et ça, il voulait absolument le tourner en pellicule, parce que quand il a fait Still Life, donc en 2006, où il y a quelques images qui sortent, qui sont inédites, parce qu'il n'avait pas monté à l'époque, où on voit que le fleuve, il est monté de moitié, et il y a encore l'autre moitié qui va être engloutie, et donc tous les immeubles vont disparaître. Ça, c'est des images qu'il avait tournées à l'époque, mais il avait tourné avec une petite caméra avec la porte qui s'ouvre en HD. Hein. Et Still Life, qui est un film sublime, si vous aimez les Sachant que, regardez-le, voyez-le. Et la photo de Yuli Kuei, c'est formidable ce qu'il a fait. Avec cette petite caméra, c'est incroyable. Et la rigueur, parce que tout à l'heure, en dînant, on parlait de la rigueur entre la pellicule et le numérique. Croyez-moi, avec une petite caméra, avec la porte qui s'ouvre comme ça, on ne peut pas avoir la même rigueur qu'en pellicule. Et donc ça vaut le coup. Et donc il voulait revenir donc, sur les traces de ce film, mais là pour le coup il voulait tourner en 35 mm. Et donc évidemment je suis plus qu'à convaincu, évidemment j'ai fait l'essentiel de mes films en 35 mm. Donc c'est la pellicule. Mais sinon, donc on s'est dit comment on va faire l'évolution. Voilà, en gros il y a 3 âges dans le film, c'est voilà, quand ils sont jeunes, quand ils sont en gros adolescents entre guillemets, et puis matures. Et donc, pour lui, c'était très important que ce soit accompagné par les saisons. Donc, la première partie, c'est l'été, ensuite, c'est l'automne, et la fin, c'est l'hiver. Et puis moi, en termes d'image, j'ai essayé vraiment de travailler une image plus colorée au début. Tout est à l'épaule, enfin, ça bouge beaucoup plus, jusqu'à la fameuse scène de Kung Fu. C'est mon premier film de Kung Fu de ma vie, quand même. Là, je suis très fier. Et en hommage à John Woo et tout ça, évidemment. Et jusque-là, tout ça, c'est du numérique qui part de très basse résolution, très basse définition, jusqu'à une définition plus forte. Ensuite, on est en pellicule, et ensuite, on est en image numérique toute la fin, avec des réglages beaucoup plus contrastés, beaucoup plus durs. Mais ça, on l'a déterminé ensemble. Et c'était très clair que de toute façon, le film se structurait en 3 parties, sachant qu'il y a la prison aussi, qui est avant la dernière partie, mais qui est le moment de, comment dire, de basculement, de bascule de cette héroïne magnifique, ce magnifique personnage qui tout à coup va vers quelque chose de plus serein et de maturité, et elle commence à se rendre compte des choses et de prendre les choses en main, et qui est évidemment ô combien courageuse.
Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que vous travaillez de façon extrêmement étroite avec lui, toujours dans Positif. Il y a une interview de Cao Tao, comment on dit? Cao Tao. Il y a une interview d'elle, et donc il faut savoir qu'elle vit avec Yazanke, et donc on lui pose la question en disant est-ce qu'il vous associe, est-ce qu'il vous montre, et elle dit pas du tout. Il écrit dans son coin, et après il le montre au chef opérateur et aux musiciens, mais pas du tout à moi qui vis avec lui et qui va être l'actrice principale. Donc c'est dire à quel point il travaille vraiment en très grande proximité avec vous et en très grande confiance, évidemment. Ah oui, ça c'est clair. Ça, là, il y a une complicité mais formidable. Il m'écoutait toujours. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui écoute, mais après qui sait choisir aussi. Hein. Il prend ses décisions, mais il écoute vraiment. Ce qui n'est pas assez fréquent, en fait. Et... ouais. Rigoler, mais non, c'est pas si drôle. C'est pas si fréquent. Et non, il écoute vraiment, et il sait prendre les choses qui peuvent être intéressantes, ou pas. Mais, alors, avec elle, c'est un drôle de rapport, parce qu'en effet, ils sont ensemble depuis très longtemps, donc depuis le film Plateforme, donc ça doit faire quasiment une vingtaine, 15 ans. Oui, c'est ça. Ça fait déjà pas mal, dans le temps. Mais en même temps, il travaillait avec elle comme une actrice. C'est-à-dire que pendant le tournage, ils étaient dans les chambres séparées, chacun de son côté. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de complicité affective entre eux. Sauf qu'elle, c'est une femme merveilleuse, vous vous doutez bien que c'est une femme magnifique, qui est très généreuse et qui est incroyable, mais elle se laissait faire aussi. Il était un peu dur avec elle, juste pour le film, en fait. Et des fois, même sur le plateau, il était très dur avec elle. Des moments où il trouvait qu'elle pourrait être mieux, c'est pas ça, et devant tout le monde. Bon, il se trouve que aussi toute l'équipe, c'est plein de gens qu'il connaît, donc c'est un peu sa famille aussi. Par moi, évidemment, pas encore, mais en tous les cas, il a pu être très dur avec elle, voilà. Et devant tout le monde. Mais je pense que c'était vraiment pour la porter, et elle se laissait faire aussi. C'était pas humiliant, mais c'était juste un truc de travail. Et que là, ça pourrait être mieux. C'est pas bien, c'est pas assez bien. Voilà. Donc, mais il la mettait de côté, mais je pense que tous les réalisateurs avec qui j'ai travaillé n'ont jamais aimé les rapports avec les acteurs. Et je connais aucun réalisateur qui a passé des soirées avec les acteurs et tout ça. Enfin, je parle des grands réalisateurs. Hein. Comment que vous ce expliquez soit ça? Géraud, juste parce que, ou Desplechin, ou Assayas, j'ai jamais vu passer une soirée. Parce que c'est séparé, parce que c'est du travail, et on ne va pas être amis. On peut l'être hors du tournage, bien sûr, mais pendant le tournage, non. C'est-à-dire qu'il y a un personnage à fabriquer, il faut le construire, il faut rester concentré. Et s'il y a des liens d'amitié, ça peut pervertir un petit peu ça. Voilà. Je connais aucun réalisateur, mais maintenant je pense, si je fais la liste très vite, ou les Raoul Ruiz, ou Sean Penn, ou je sais pas, c'est toujours tenir, ou Ang Lee, ils tiennent toujours les acteurs à distance, mais pendant le tournage. Et comment les acteurs précisément vivent ça? Parce qu'on sait que les acteurs ont une certaine vulnérabilité, une certaine fragilité, ils ont besoin d'être aimés par les réalisateurs. Je pense que ça leur fait du bien. Ouais. Ils aiment ça aussi. Parce que, parce que ça te permet de ne pas rentrer dans un rapport affectif. Et en fait, c'est du boulot. C'est-à-dire que, faut que vous vous rendiez compte que c'est faire un film, et un film comme ça, par exemple, c'est énormément de travail, et de doute, et de recherche, des journées longues, et essayer de faire fonctionner les scènes. Et elles ne viennent pas comme ça. Et je pense que les acteurs, ils ont aussi besoin d'être tout seuls pour être concentrés dans leur personnage aussi. Et d'ailleurs, même dans les films que j'ai pu faire, je n'ai aucun souvenir d'acteurs passant des soirées entre eux, par exemple. Ouais. C'est un truc très solitaire, hein, le cinéma. Mais en même temps, ils ont besoin de se sentir soutenus. Oui, mais ils le sont sur le plateau. Ils le sont. Associés sur le plateau. Oui. Ouais. Ils le sont sur le plateau. D'accord. Ils le sont sur le plateau. Mais sinon, voilà, là, j'ai fait le film de Correda, avec Catherine Deneuve et Juliette Binoche, la première fois qu'ils jouent ensemble. Elles font la mère et la fille. Et l'histoire, c'est pas rien du tout. Il va bientôt être prêt. Et Correda, elle n'a jamais passé la moindre soirée, ni avec l'une, ni avec l'autre. Si, avant, en préparation. Mais pas pendant le tournage. Et vous êtes comment dans cette atmosphère-là? Est-ce que vous êtes je suis proche? Vous êtes proche des acteurs? Vous êtes comme lui? Très proche des acteurs. J'aime beaucoup ça. Ouais. En fait, moi, j'aime bien être le passeur, être entre les deux. C'est-à-dire que j'aime bien expliquer aux acteurs aussi ce qu'on fait, ce qui se passe. C'est pour ça que je suis toujours à la caméra, que je tiens la caméra aussi. Vous voyez la lumière, et c'est des fois, il y a beaucoup de lumière, et en fait, la scène va être très sombre. Enfin, j'aime bien expliquer ça aux acteurs, parce que c'est important qu'ils imaginent qu'en fait,
il y a peut-être beaucoup de lumière, pour une raison technique, si j'ai choisi qu'il y ait beaucoup de lumière, etc. Mais la façon dont ça va être exposé à la fin, ce sera très sombre. C'est très important qu'ils le sachent, par exemple. Et quand je leur dis là, tout ça, c'est tout noir, ça peut être très intéressant pour eux de le savoir. Voilà. Mais de toute façon, je suis très bienveillant. J'aime beaucoup les acteurs. Je me bats avant tout pour l'histoire qui est racontée, mais évidemment, c'est incarné par des acteurs. Et donc, ce sont eux qui m'inspirent. En fonction des acteurs, après, je sais éclairer les décors et tout ça, mais j'ai besoin des acteurs avant tout. Donc, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer avec eux. Et c'est à ce moment-là que je suis capable vraiment de faire des ambiances. Et donc, j'aime beaucoup la complicité, leur expliquer aussi ce que je fais. Et puis, tout simplement, être proche, et puis qu'ils se sentent regardés et aimés. Hommes, femmes, peu importe. C'est quels que soient les âges. Ils ont besoin de sentir aussi qu'il y a quelque chose de bienveillant. C'est pas juste un technicien qui est là en train de faire sa lumière et son image. Quoi. Donc, en fait... Donc, c'est très important. Et ce rapport-là, il est dans le film, très fort, évidemment. Donc si on comprend... Alors, par contre, c'est un rapport qu'il n'y a pas forcément avec un réalisateur. Car très souvent, les réalisateurs, ils aiment garder la distance. Jean-Claude, il fait ça. Il y a Oscarax, il y a des gens comme ça, même Chéreau. Il aimait ô combien les acteurs, mais il gardait beaucoup de distance. Il aimait bien les balancer plus loin, là. Démerdez-vous. Et je regarde de loin. Et alors moi, je fais plutôt ce lien, et j'aime beaucoup ça. Oui, parce qu'en réalité, vous êtes l'interlocuteur privilégié des acteurs, puisque c'est de je suis vous... entre les deux. Oui, mais en plus, c'est de vous dont dépend la façon dont ils vont apparaître, dont ils vont être oui. photographiés, filmés, c'est ce que vous venez de dire, éclairés. Donc, vous êtes forcément un interlocuteur privilégié, quelqu'un de référence pour eux, quoi. Peut-être plus, voire autant que le réalisateur. Non. Dans le rapport. Je parle du rapport que vous avez avec les acteurs. Non, c'est comme le réalisateur qui porte tout ça. Oui. Et qui font ce qu'ils sont. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais ils dépendent le plus de vous, parce que c'est vous qui allez les mettre en valeur. Non, moi je suis un intermédiaire. Et en effet, je suis un médium entre les deux. Je suis celui, en effet, qui va rendre ça pour faire des images, donc du cinéma. Mais c'est quand même une relation avant tout. Je filme quand même ce que le réalisateur a fait éclore, a fait venir. Quoi. Et après, à moi de bien jouer et de bien jouer dans le sens du film, et de ne pas me tromper. Et de pas, par exemple, mon obsession, ça a toujours été de prendre trop de place dans un film. Et en général, est-ce que les acteurs sont très 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 soucieux justement de ce que vous allez faire, de la façon dont vous allez les éclairer, les cadrer? Est-ce qu'ils sont, en général, est-ce qu'ils sont très soucieux de ça, ou bien ils s'abandonnent à ce que vous allez faire? Avec moi, ils ont plutôt très confiance. Ils savent qu'il y a quelqu'un de bienveillant. Donc ils se laissent faire, même les plus chiantes, genre Isabelle Huppert et tout ça. Elle s'est toujours laissé faire avec moi. D'autres non, pas un seul. Non, mais il y en a d'autres, Non, mais non, parce qu'elle est très connue pour demander un miroir pour regarder comment elle éclaire et tout. Avec moi, jamais elle a fait ça, par exemple. Donc, parce qu'elle est angoissée, c'est tout. Mais je le comprends, ô combien. Et puis je suis là pour protéger. Et là, le film que je viens de faire avec Catherine Deneuve, elle a 75 ans. Et elle se laisse, complètement, mais c'est le 5e film qu'on fait ensemble, on se connaît bien. Et voilà, et je pense que je l'ai bien filmé, je l'ai bien protégé aussi. Et qu'elle fasse son âge aussi, évidemment. Donc c'est aussi un rapport, je pense que les acteurs, quand ils sentent qu'il y a un opérateur peut-être qui n'est pas sûr de lui ou qui n'est pas aimant, voilà, tout simplement. Peut-être qu'ils peuvent devenir capricieux ou chiants, voilà. Mais non, avec moi, non, ça vraiment, c'est plutôt... Et que ce soit, je sais pas, aussi Nicole Kidman ou Charles Tao, tout ça. Non, ça c'est des rapports, puis je parle des femmes, mais des hommes aussi, évidemment. C'est souvent les hommes les plus angoissés, entre parenthèses, hein, sur leur image et tout ça. Et non, ça pour le coup. Mais parce que c'est la raison d'être de mon métier, c'est comme de filmer des acteurs. Si j'aime le cinéma, c'est des acteurs, évidemment, avant tout. Et après, qu'il y ait une vraie ambiance, une vraie matière d'image, et qu'on raconte quelque chose, là, voilà, c'est ma raison d'être, de faire du cinéma. Voilà. Donc ils le sentent. Est-ce qu'ils demandent parfois à vérifier, à regarder ce que ça va donner avant de jouer ou pas? Non, de toute façon, on ne peut pas. En plus, là, c'est un film... Enfin, quand vous tournez en pellicule, c'est impossible. Il faut développer la pellicule et la voir, donc il faut attendre 2 jours. Donc, de toute façon, c'est impossible. Et même en numérique, vous avez une idée sur la vidéo, mais non. Et souvent, les acteurs, ils n'aiment pas se regarder, de toute façon. Donc, ils font confiance au réalisateur. Après, tout dépend du réalisateur. Quand vous avez Patrice Chéreau, ou
pour Alain Resnais et tout, ils font confiance, donc évidemment, ils n'ont pas besoin de voir. C'est même mieux d'ailleurs qu'ils ne voient pas, c'est mieux qu'ils imaginent ce que ça pourrait être. Parce que sinon ils font des conneries, parce qu'ils vont essayer de corriger des choses. Mais je connais pas, j'ai pas connu de grands acteurs. Des mauvais, oui, qui veulent se voir pour essayer d'être parfaits, ça. Mais c'est des mauvais. Mais sinon, les grands acteurs, y compris aux États-Unis ou n'importe où, ils veulent pas, parce qu'ils veulent rester dans la confiance et dans l'imaginaire. C'est ça le cinéma aussi. Alors, des questions de confiance et d'imaginaire, puisque nous avons Éric Gauthier parmi nous. Bonsoir. Juste une impression, entre le dernier film argentin et puis celui-ci, on a souvent le sentiment qu'il n'y a pas du tout de lumière additionnelle, que c'est vraiment la lumière naturelle. Que vous, voilà, ou alors c'est très très bien fait, il y en a quand même. Expliquez-moi un peu comment vous faites. Ça, c'est un très bon compliment. Merci. Oui, bien sûr qu'il y en a, évidemment. Ah oui, vous avez vu Carnet de voyage cet après-midi. Bien sûr qu'il y en a. Est-ce que vous voyez quand Gaël Garcia Bernal il traverse le fleuve, par exemple? Oui, ça je m'en suis douté, mais quand ils sont sur le pont et que l'un des garçons drague la prostituée, il y en a aussi là? Bien sûr. Parce que le visage est quand même volontairement très très sombre. Ah oui, ce moment, oui, avec la petite pute de l'Amazonie. Ouais. Ça c'est une belle scène. Ouais. Non, ça c'est tourné vraiment en crépuscule, ça. Ouais. D'accord. Mais sinon, il y en a dans les intérieurs, il y en a pas mal. Et là, ce film-là, il y en a parfois même beaucoup, de la lumière. Mais on respecte un peu quand même les ambiances, des moments. Ah bah moi, c'est mon travail. Dans le train, par exemple, là, quand dans le film chinois, la lumière est volontairement un peu verte, pas forcément très avantageuse. Ah, mais... quand c'est la nuit? Oui. Quand c'est la toute fin, quand elle s'en va. Oui. Oui, et puis, enfin, oui, quand il se serre dans les bras. Dans le train, les éclairages ne sont pas forcément... non, mais ça, justement... J'ai l'impression que c'est volontaire. Bien sûr, c'est volontaire, parce que je pourrais pu faire une image bien propre et tout ça. Et je l'ai fait, cette image vraiment sale, parce qu'il y avait quelque chose qui est en train de se finir, une espèce de désillusion. Et c'est ça qui conduit, à la fin, quand elle se retrouve dans cette nuit noire, où il y a la comète qui passe, ou je sais pas quoi, on ne sait pas quoi d'ailleurs, mais qui fait partie du rêve. Donc, bien sûr, il fallait qu'il y ait une espèce de... Enfin, c'est comme ça que je l'ai imaginé moi, après... Le problème, c'est quand on fait la lumière d'un film, il y a toujours un moment où on est quand même tout seul. C'est comme un acteur aussi. C'est que on peut expliquer ce qu'on fait et tout, mais malgré tout, je suis le seul à savoir vraiment ce que je suis en train de faire. Donc c'est un rapport de confiance avec un réalisateur qui est primordial. Et c'est vrai que ce moment-là, cette fin dans le train, je l'ai travaillé comme ça, oui. Alors que j'aurais pu avoir une image bien propre et tout. Mais je trouvais que c'était bien que ça termine sur un truc un peu sale, un peu... de gâchis, parce que c'est une espèce de fin, une parenthèse qui va se fermer, et puis ça donne le côté magique de la comète qui va passer juste après. Et entre parenthèses, pour un chef opérateur, quand elle est après dans cette nuit noire, c'était la consigne de Zajanka, c'est quand même, c'est une nuit noire, il n'y a pas de lune, il n'y a aucune lumière. Ben, comment vous faites? Parce que vous, comment vous faites quand c'est la nuit? C'est ça la question. Ben oui, ben voilà, ben, je suis assez fier de moi, parce que croyez-moi, il y a de la lumière. On est obligé de voir quelque chose quand même. Sinon, si je filmais naturellement, il n'y avait rien. Donc, c'est donné, et après, c'est moi qui l'interprète, la façon d'exposer. Ça, c'était en pellicule, tout ça. Et la façon d'exposer, c'est une façon de... Voilà, j'arrive à rendre cette espèce de nuit noire. Et croyez-moi, c'est quand même ce qu'il y a sans doute de plus difficile à faire. Parce que voilà, il fallait qu'il y ait ce côté magique, voilà, qui amène à cette comète. Mais donc avant, je pense que j'ai préparé ça avec cette image un peu sale, un peu triste. De toute façon, c'est triste. Et provisoirement, avant le nouveau train qui arrive après, et là en lumière brillante, éclatante. Voilà, ça c'est un bon exemple. Le passage après avec l'autre partie, où tout à coup l'image est très contrastée, très forte, très brillante. On est passé quasiment 10 ans plus tard. Et voilà, bah, tout ça c'est mon travail. Voilà, je gère tout ça et c'est moi qui décide. Non, c'est simplement pour prolonger. La fameuse scène, là, enfin, je ne sais plus, il y a 3 ou 4 ans, de ce que vous appelez la comète. Oui. Alors, on va en profiter puisque vous êtes là. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la prise de vue sur le moment, lorsque vous travaillez, et est-ce que ça se retravaille ensuite, je ne sais pas quoi, en labo, en étalonnage, etc.
Non, non, il y a un trucage, parce que vous vous doutez bien qu'on n'a pas attendu qu'une vraie comète passe. Oui, oui, non, mais d'accord. Et de ça, toute d'accord. façon, elle Non, mais n'aurait pas été aussi belle que je ça. parle bien de la lumière Non, d'ambiance. c'est un et tout mélange, ça. c'est un mélange. C'est qu'en fait, moi ce que j'ai fait, les plans, je les ai faits réellement, donc il fallait beaucoup de lumière pour que ce soit une lumière très plate, très sous-exposée, donc il n'y a pas de direction, donc c'est vraiment comme vous voyez dans la pénombre, c'était ça l'idée. Et après, pour les effets spéciaux, j'ai repris les mêmes plans et j'ai balancé beaucoup de lumière pour qu'ils prennent tous les bâtiments, et c'est eux qui ont fait l'animation après, des lumières qui passent sur les bâtiments à partir de ces images-là. Voilà. Et ça, j'étais tout seul, mais bon, c'est une boîte d'effets spéciaux à Paris que je connais très bien. Et normalement, ils envoient un technicien, mais ils m'ont laissé faire tout seul. Et voilà, parce que c'était trop loin. Mais parce qu'en plus, là, cet endroit-là, il est très très loin. Et ceci dit, entre parenthèses, pour parler de la Chine, c'est ce village, cette petite ville abandonnée, c'est typique parce que vous voyez aussi tous les gens qui doivent partir pour laisser monter l'eau pour le barrage, le fameux barrage des Trois Gorges, qui est le plus grand barrage du monde. Et il y a eu 1,5 million de gens qui sont partis quand même, qui ont dû abandonner là où ils vivent depuis si longtemps. Et ce village-là, c'est vers le désert de Gobi. Et en fait, c'est toute une ville qui est complètement vidée, parce qu'ils ont construit une gare à 200-300 km, une grande gare, près d'une grande ville, où ils font plein d'infrastructures. Ils ont obligé tous les gens, ils ont poussé tous les gens à partir vers cette grande gare, donc tout abandonné. Par exemple, c'est le côté autoritaire chinois, quand même, mine de rien. Et donc ça, voilà. Et donc tout à coup, c'est une ville fantôme qui est une vraie ville fantôme. Elle est complètement vide, c'est absolument fascinant. Et en effet, la nuit, il n'y a pas un réverbère, il n'y a rien du tout. Et c'est pour ça que Zhang Ke, comme il raconte toujours l'histoire de la Chine, comment elle avance, comment elle progresse aussi. Et ce qui est beau dans ces films, c'est qu'il y a toujours un arrière-plan de l'évolution. Dans le projet là, c'est qu'en gros, entre 2001 et 2018, vous voyez quand même une grande évolution de la Chine qui a complètement changé, qui s'est beaucoup ouverte, qui écoute du disco au début avec 20 ans de retard par rapport à nous. Et par contre, pour eux, ça, c'était très moderne. C'était tout nouveau aussi. Donc voilà, ça raconte tout ça. Et après, il y a des téléphones portables, et là, ils ont des codes, vous payez tout, un taxi, une baguette de pain, enfin non, ils n'ont pas de pain, mais n'importe quoi, avec un code, avec le téléphone, directement, il n'y a plus d'argent quasiment. Donc voilà, ils racontent tout ce... Il y a toujours ça en arrière-plan, mais ça, c'est dans tous ces films. Depuis Plateforme, il a toujours raconté l'histoire de la grande histoire derrière la petite histoire au premier plan. Voilà, donc oui, donc pour revenir à cette histoire de comète, et donc évidemment la comète, ça après c'est fait en effet spécial, voilà. Mais donc en se basant aussi sur les lumières que j'ai bien balancées sur les bâtiments, pour récupérer les textures, et après tous les mouvements, tout ça, ça s'est fait en effet spécial. Moi, il y a une photo que j'ai trouvée très belle dans ce film. C'est l'actrice que vous filmez, elle arrive aux Trois Gorges, elle est sur le bateau, elle vient de se faire voler, elle cherche sa voleuse, on la filme, vous l'éclairez beaucoup, et tout à coup, elle rentre dans son compartiment et on la voit à travers la vitre sale. Et là, je me suis dit, et pourquoi et comment? C'était mon idée, la vitre sale, justement. C'était mon idée. Parce que je pense que j'ai eu cette intuition, puis Zhang Ke, c'est quelqu'un, voilà, comme je disais tout à l'heure, il écoute, mais en même temps, s'il n'aime pas l'idée, il ne prend pas. Mais là, il a senti qu'il y avait un truc qui était juste. C'est tout à coup, il y a une espèce de bascule. Et puis tout à coup, c'est une fois qu'elle a été volée, qu'elle a perdu sa pièce d'identité, son argent, son homme qu'elle veut essayer de retrouver qui ne répond plus, je veux dire qu'elle est comme un fantôme, quoi. Et c'était ça qui était beau, mais c'est pas grand-chose, évidemment. Mais sauf qu'on ressent quelque chose de ce malaise-là, quoi. Voilà. Et après, on repart dans la vraie vie, parce que c'est une courageuse, et elle va monter les marches, elle va essayer de s'incruster dans un mariage pour manger, etc. Elle est courageuse, quoi, et elle va essayer de le retrouver. Mais il y a ce moment de flottement, et je trouvais justement, c'est pour ça que je fais cette continuité, et que ça m'intéresse d'être vraiment toujours en accord avec le scénario. C'est qu'une idée comme ça, je ne l'aurais pas eue spontanément. C'est que tout à coup, je sentais que quand elle revenait, ce serait beau de la filmer là-dedans. Après, c'était intuitif, mais je savais aussi à quel moment ça se passe dans le film. Et il se trouve que Zhang Ke, il a adoré l'idée tout de suite.
Mais il y a des moments où je lui ai proposé des trucs, il m'a dit non. Donc c'est voilà, ça qui est très fort, parce que c'est quelque chose moi qui m'a frappé tout de suite aussi dans ces films, où parfois on suit carrément les personnages, ils sont bien éclairés, c'est clair, c'est net. Puis, tout à coup, justement, une petite chose comme ça interroge, quoi. Exactement. Bah merci. Moi j'ai une question ici. Ah. Alors moi j'avais une question, ça fait quoi d'avoir photographié la lumière autour du monde? Parce que je crois que la lumière en Amérique, elle n'est pas pareille qu'en Europe, elle n'est pas pareille que, je sais pas, le Canada, c'est pas pareil que les États-Unis, que le Mexique, que la France, que la Chine. Est-ce que ça change? Est-ce que tu choisirais un format pour faire les portraits de chaque lumière autour de la planète ou pas? Bah, écoute, on se connaît, Ileana, donc c'est Kodak. Même Kodak, donc on se connaît bien. Donc on se tutoie. Écoute, c'est pas une question de lumière, c'est une question d'histoire. C'est qu'est-ce qu'on raconte. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Pour ceux qui ont vu Carnet de voyage et tout. La lumière, tu sais, entre ici, Marseille ou Lille, aujourd'hui même déjà, enfin maintenant il fait nuit, mais les lumières sont très différentes. Et puis ça change, et puis ça se trouve c'est plus lumineux là-haut qu'en bas, etc. Enfin, non, c'est pas une question de lumière. J'ai toujours été à l'aise. Ce qui m'intéresse juste, c'est quelle est l'histoire qu'on raconte. Voilà. Et donc comment en fait, comment on filme cette lumière? Est-ce qu'on la fait très brillante, on la fait terne, etc. Tout ça, c'est mon travail. Voilà. Mais non, moi je suis très à l'aise. Au contraire, plus je vais dans des endroits différents avec des lumières en effet différentes, plus je suis dans l'imaginaire, donc je sais mieux faire. Mais c'est vraiment une question d'histoire. Qu'est-ce qu'on raconte? Et donc qu'est-ce qui est le plus juste? Mais il n'y a pas, la lumière, elle n'existe pas en soi, en fait. C'est une image, je veux dire. Elle n'existe pas en soi, c'est comment on la traite. Alors là, j'ai traité des lumières de façon très différenciée. Ce qu'on fait Into the Wild, ou des films comme ça, ou les films de Desplechin dans Paris, tout ça. Non, ça dépend à chaque fois de comment on raconte l'histoire, et après, je peux travailler sur des types de contrastes. Est-ce que la lumière est plus dure, plus douce, plus colorée, plus terne, etc. Il faut accompagner une histoire. Et bon, la question obligée, c'est les formats c'est pareil, j'imagine. Quel format tu vas choisir pour raconter une histoire? Mais si tu choisirais une caméra, une pellicule, un objectif préféré pour toi, ça serait quoi? Il n'y en a pas. C'est-à-dire que, par exemple, le film de ce soir, la première caméra, c'est une caméra numérique qui s'appelle Alexa Mini, avec une série de Zeiss, qui est allemande. Ensuite, la deuxième partie, donc sur le fleuve, c'est de la pellicule, avec une série Cook, qui est anglaise. Et la troisième partie, c'est une caméra RED, qui est américaine, avec des optiques Leica qui sont allemandes. Voilà. Vous êtes international. Non, c'est que ce sont des outils, et j'ai toujours cherché, moi, des films d'Alain Resnais où j'avais 4 pellicules différentes. Des fois une seule, ça suffit pour tenir tout le film. Il n'y a pas... Il n'y a rien de particulièrement... Pour moi, ce qui compte, c'est d'avoir le choix. Donc, tant qu'il y a de la pellicule, des caméras différentes, ou des caméras numériques différentes, etc., je dois avoir le choix. Voilà, c'est une palette. Et après, on peut peindre à l'huile, à l'aquarelle, à l'acrylique. Il faut avoir le choix, voilà. Et il n'y a rien de préféré. Tout dépend de l'histoire. Dans tous les films, maintenant, il y a un gros travail de post-production. Est-ce que là, sur Les Éternels, il y a une scène où vous n'étiez pas très content et vous avez fait un gros travail pour changer l'atmosphère de cette scène-là? Ou est-ce qu'il y a une scène où vous avez changé beaucoup de choses en post-production? Alors ça, c'est complètement illusoire. On fait tout à la prise de vue.
nous faire croire aujourd'hui, et je sais qu'il y a beaucoup de gens, surtout dans le monde du cinéma, qui veulent faire croire qu'on fait tout en post-production, c'est absolument faux. C'est-à-dire que l'âme se fait quand on fait la prise de vue, et c'est là où on fait les vrais choix. Par contre, la suite, c'est ce qu'on appelle l'étalonnage, qui correspond au tirage en photo. C'est là où on accompagne ce qu'on a fait, et on va l'affiner, on va aller plus précisément. Mais tous les choix se font à la prise de vue. Pour une raison très simple, c'est que quand on est tous les jours sur le plateau, vous sentez l'humeur, tout. Et il y a des moments, c'est au dernier moment, avec peut-être un réalisateur qui est mauvaise humeur, ou il se passe quelque chose. Je sens ce qui va être juste. Et des fois même, c'est après la première prise que je sens qu'il faudrait ajuster. Donc, d'où mon équipe très solitaire hier, qui va tout de suite très vite rajouter un truc, parce que c'est un peu trop dur. Ou au contraire, on va éteindre ça, parce qu'il y a besoin de durcir un peu l'image, par exemple. Et tout ça, ça se fait à la prise de vue. Après, on l'accompagne, évidemment, à la fin. Mais faire croire qu'on va tout faire en post-production, non, pas une seule seconde. Et je peux vous donner non, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui court et qui a beaucoup chez les plus jeunes générations aujourd'hui, parce que ça rassure sans doute les nouvelles productions qui ne sont pas des producteurs, mais plutôt des banquiers ou des financiers. En gros, c'est parce qu'ils n'aiment pas le cinéma. Et ils veulent juste faire du business, et malheureusement c'est ça un peu le cinéma français aujourd'hui, enfin en grande partie. On a perdu tous les grands, Claude Berry, les grands producteurs, les Charles Gassou, tout ça que j'ai pu connaître. Et je vais juste vous donner un exemple, vous, parce que ça va être très parlant, je pense. Henri Cartier-Bresson, quand vous regardez ses négatifs, il y a eu un livre qui a été publié il y a quelques années, où il y avait tous ces planches contact. En fait, les fameuses photos les plus célèbres, il y a juste un clic, il y a une seule photo, des fois deux. Il est planqué près de l'hôtel de ville à Paris, il attend et à un moment il fait le clic. C'est-à-dire qu'il sent qu'il va se passer quelque chose et il le fait au bon moment. La magie, elle est là. Aujourd'hui, et par contre, c'est très bien, ses tirages sont très bien faits. Il a toujours dit que son tireur avait plus d'importance que lui, ce qui est évidemment faux. Moi, je connais très bien Raymond Depardon. Il m'a dit combien de fois il était embusqué quelque part avec son appareil et il ne sentait pas, il n'a pas fait la photo. Alors qu'en numérique, aujourd'hui, les photographes, moi j'en vois quand même quelques-uns dans mon monde, ils font et après ils ont 500 photos et ils vont chercher quelle est la meilleure. Et bien croyez-moi, il n'y a pas d'âme là-dedans. C'est qu'en fait ils ont raté le truc parce qu'ils n'ont pas de regard. Cartier-Bresson, il a fait la photo magique au bon moment. Et croyez-moi, le planche contact, c'est extraordinaire. Les fameux, le baiser devant l'hôtel de ville, ou des choses comme ça, à Paris, c'est une photo. Et donc, pour moi, c'est un peu la même chose. La rigueur, elle se fait quand on tourne. Il ne faut pas croire qu'on va tout décider derrière. Par contre, on va accompagner. Et ça, c'est ô combien important. Mais c'est accompagner. C'est pas décider. Oui, vous avez cité des réalisateurs et des acteurs très connus. Je voudrais savoir si vous avez tourné avec des réalisateurs moins connus, et en particulier avec des amateurs, des acteurs non professionnels. Oui, si ça fait une différence pour vous? Non, 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 c'est le même rêve, le cinéma. Le cinéma, c'est le cinéma. Après, des acteurs connus ou pas connus, peu importe. Oui, par exemple, quand j'ai fait... moi, j'ai le même âge qu'Arnaud Desplechin. On a fait La vie des morts, notre premier film ensemble. Donc, il n'y avait personne de connu. Il y en a beaucoup qui sont devenus connus. Après, on a fait Comment je suis disputé avec Mathieu Amalric. C'était son premier rôle. Il n'était pas du tout connu. Il était plutôt amateur. Emmanuelle Devos, elle avait fait déjà des choses au théâtre, mais... je ne sais pas, avec Assaya, j'ai fait un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Après-mai, qui se passe en 71, sur sa jeunesse à lui, et qui est très fidèle à ce qu'il a vécu lui, et qui était un peu le chaînon manquant entre 68 et puis la fin des années 70. C'est comprendre comment les groupuscules politiques se sont formés, etc., sur fond de premiers émois amoureux et premiers désirs de cinéma et d'art. Et là, il n'y a que des amateurs, d'ailleurs, qui sont repartis, qui n'ont jamais voulu être acteurs, qui étaient étudiants, tout ça, par exemple. Oui, non, ça m'est arrivé souvent, là, et puis il y en aurait plein d'autres, des films comme ça, bien sûr. Mais ça ne change rien. C'est après... Enfin, ce qui m'intéresse, c'est raconter une histoire, voilà. Et donc, il faut que tout soit cohérent. Et c'est sûr qu'après mai, s'il y avait des jeunes acteurs connus, ça ne marchait pas.
Et en même temps, le film de Koreeda, s'il n'y a pas Catherine Deneuve, ça ne marche pas. Parce qu'il a écrit pour elle, et c'est une espèce de grande actrice qui a une langue de vipère et qui a détruit sa famille. Et c'est un film de Koreeda qui parle toujours de plusieurs générations de sa famille. Et par exemple, là, il faut une icône comme Catherine Deneuve. Et c'est la seule actrice au monde qui est capable de jouer un rôle de personnage aussi horrible, qui devient donc très touchant. Enfin, vous verrez le film, je ne vais pas commencer à vous le raconter tout de suite. Mais vous voyez, ça n'a pas beaucoup d'importance en réalité. En tout cas, je me suis toujours senti à l'aise ce soir. Et la même complicité comme cadreur et d'être près des acteurs, avec des non-acteurs et des acteurs professionnels. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous permettre de choisir vos réalisateurs, ou est-ce que c'est encore les réalisateurs qui choisissent leur chef opérateur? Comment ça se passe justement ce choix de couplage, entre parenthèses? J'aime pas beaucoup le mot couplage, mais en tout cas de rencontre, on va dire. Non, j'ai toujours choisi aussi ce que j'ai fait, et c'est vrai que j'ai jamais été carriériste une seule seconde, et c'est sans doute pour ça que j'ai fait cette carrière, donc, parce que j'ai fait les choses dans le plaisir aussi, et quand je les ai fait dans le plaisir, c'était réussi, et donc les gens l'ont remarqué. Donc c'est vrai qu'on m'a quand même essentiellement appelé, enfin même toujours d'ailleurs, parce que j'ai jamais réclamé quoi que ce soit, donc on m'a demandé. Les rencontres, elles se font, ça n'a jamais été sur un scénario, jamais de ma vie. C'est toujours sur la rencontre et le projet de cinéma, et que ce soit, enfin qui que ce soit, voilà. Mais dès le début, j'ai refusé, dès le début, des films que j'avais pas envie de faire. Et quitte à être mercenaire, je préfère faire de la pub, où c'est très bien payé. Pas trop, parce qu'on peut se perdre aussi là-dedans, puis j'ai pas besoin d'être riche, mais par contre ça me fait gagner du temps, ou ça me donne du temps, parce que faut aussi, j'ai une famille, il faut m'occuper des enfants et tout, donc là au moins je suis disponible. Donc voilà, donc je préfère faire de temps en temps de la pub, dans les différents pays, souvent avec les Anglais, je ne sais pas pourquoi, mais même beaucoup, donc très bien, moi j'adore. Et se retrouver à Lisbonne avec des Anglais, une équipe portugaise, tout ça, moi ça me va très bien payé, voilà. Donc je préfère faire ça plutôt que de faire des films que j'ai pas envie de faire, où je sais que je ne ferai pas bien, où je m'ennuierai. Parce qu'à chaque fois, l'enjeu, c'est quand même de faire quelque chose de différent. Celui-ci, c'est un très bon exemple. Mais ceci dit, après, il y a Koreeda. Ceci dit, en avril, il y a un film avec Amos Guitaï qui va sortir, qui se passe dans le tramway à Jérusalem. Je peux vous dire, c'est aussi une autre aventure qui n'a rien à voir. Ça m'a pris 6 mois, l'autre, ça m'a pris 2 semaines. Mais peu importe, le cinéma est là. Et c'est l'idée d'une rencontre et évidemment d'une aventure qu'on va partager ensemble. Mais j'ai toujours choisi. Et c'est vrai que dès le début, j'avais hâte de faire des films, et au début, j'ai plein de films que j'ai refusés parce que ça ne m'intéressait pas. J'ai toujours été ambitieux en termes de cinéma, mais pas de carrière. Mais de cinéma, oui. Vous avez évoqué votre travail avec Patrice Chéreau. Avez-vous trouvé au cours de votre parcours qu'il y a une différence dans le travail, dans la pratique de votre métier, entre un metteur en scène qui n'est qu'un metteur en scène de cinéma et quelqu'un qui est aussi, et avant tout, un grand metteur en scène de théâtre? Est-ce que pour vous c'était différent? Et puis comment avez-vous trouvé votre place à côté de Patrice Chéreau? Est-ce que c'était difficile? Alors... Non, en fait, quand il s'agit de cinéma, peu importe, parce que j'ai aussi travaillé avec des acteurs, Sean Penn ou Nicole Garcia, quand j'ai fait le fils préféré, de gens qui viennent d'autres mondes, ou Wenki Bilal, qui vient de la bande dessinée. Donc c'est... Non, je pense que quand il s'agit de cinéma, on parle de cinéma, et peu importe d'où on vient, parce qu'en fait, on vient tous d'horizons très différents. Et il y a des gens qui ont été scénaristes, il y a des gens qui ont été assistants à la mise en scène, il y a des gens qui ont fait plein de choses. Peu importe les parcours avant, ce qui compte, c'est qu'on parle vraiment de cinéma, évidemment. Et donc avec Patrice, il était vraiment porté par le cinéma. Il m'a toujours dit qu'il a fait du théâtre parce qu'il n'avait pas osé faire du cinéma. Il était très complexé par rapport à ça. Et une des premières choses qu'il avait faites dans le cinéma, c'est qu'il avait doublé c'est quel film de Fellini, je ne me rappelle plus. Ah si, avec Donald Sutherland, le Casanova, voilà. Et c'est lui qui a fait la version pour ça. Fellini, il tournait toujours
il n'y avait pas de son direct. Il parlait pendant les prises, etc. Donc tout le son était reconstitué après. Mais donc après, il faisait des versions pour l'étranger. Et donc pour la France, il a demandé à Patrice donc, de faire la version française avec Michel Piccoli qui doublait Donald Sutherland. Et il a pris un grand plaisir et Fellini après lui a dit que c'était la version la plus belle qu'il trouvait de toutes les versions traduites. Et pour lui, c'était une fierté, mais absolue. C'est que tout à coup, il mettait un pied dans le cinéma, c'est de ça d'une façon. Mais il m'a toujours dit que... Et d'ailleurs, quand on a fait Ce qui m'aime pendant le train, le premier film que j'ai fait avec lui, c'est le moment où il m'a dit qu'il voulait arrêter le théâtre, ça ne l'intéressait plus. Et enfin, il va se concentrer sur le cinéma. Voilà. Donc il avait quand même un rapport très fort, et d'ailleurs ses mises en scène au théâtre, et surtout les opéras aussi, c'est quand même très cinématographique. Il m'a toujours dit qu'il s'est toujours inspiré du cinéma. Disons qu'il avait une espèce de complexe, il a commencé au théâtre parce que jeune, au lycée, et tout ça, il faisait du théâtre, et ça lui a semblé plus facile d'approche, mais il n'a pas osé rentrer dans ce monde. Voilà. Donc il lui a fallu du temps pour ça. Après, travailler avec lui, c'est comme tous les grands, c'est que, comment vous dire, je l'ai rencontré, j'avais 34 ans, je n'avais pas fait tellement de choses, si un peu avec Desplechin, et d'ailleurs il connaissait que les 2 films que j'avais fait avec Desplechin, c'est-à-dire La vie des morts et Comment je suis discuté. Il ne connaissait pas tellement d'autres choses, c'est quand même après La Reine Margot, ce qui est quand même pas rien, qui est gigantesque, avec l'immense photo de Philippe Rousselot, enfin, et puis tous ces acteurs, enfin... Mais ceci dit, quand j'avais vu ce film, j'avais senti... je ne connaissais pas bien, je ne connaissais pas beaucoup au théâtre. Je n'ai pas une grande culture de théâtre, et donc je ne connaissais pas très bien. J'avais déjà vu des choses, mais très peu. Mais je sentais que dans La Reine Margot, il y avait une espèce de violence qui était retenue. Tellement c'était bien composé, bien cadré. Je sentais qu'il y avait quelqu'un qui bouillonnait beaucoup plus derrière. Or, un jour, voilà, j'ai un message sur mon répondeur, c'est lui qui m'appelle. Et donc on se rencontre, et je me souviens très bien, c'était à côté de Centre Pompidou où il habitait, dans le Marais, et on déjeune ensemble, et il me parle de ce film qu'il veut faire avec plein de personnages, tout ça dans le train. Et il me dit, j'ai jamais tourné en scope, en vrai cinémascope, donc c'est une vraie image très large. Et il me dit, j'aimerais faire ce film comme ça en cinémascope, et on me dit que c'est impossible de tourner dans un vrai train, il faut tout truquer, tout ça. Et moi, évidemment, comme j'ai le sens de la contradiction, et c'est pour ça d'ailleurs je pense que j'ai fait ce métier, ça m'étonnerait. Et donc je me dis, non, pourquoi tourner en vrai scope? Pour moi c'est la nouvelle vague, c'est Jules et Jim, c'est les films de Godard ou de Truffaut, où une femme est une femme, et tout ça, c'est tourner en vrai scope avec 3 personnes, ça peut être très léger, c'est pas forcément les grands péplums ou les grands films américains. Et puis je me disais, pourquoi on ne tournerait pas dans un train? Et voilà, et puis de fil en aiguille, c'est devenu une vraie confiance qui s'est établie. Et à la fin du repas, il m'a dit, on fait le film ensemble alors. Et là, j'étais sidéré, parce que quand même, je ne m'y attendais pas du tout. Et après, j'étais très angoissé, je me dis, putain, comment je vais m'en sortir? Parce que c'était vraiment pas simple. Hein. Mais comment dire, c'est quelqu'un qui tout de suite donnait une grande confiance, quoi. Et il y a toujours eu une énorme confiance. On a fait 4 films ensemble. Après, on a fait Intimité, on a fait Son frère, et puis Gabriel, avec Huppert, justement, dont je parlais tout à l'heure. Et non, ça a toujours été très simple. Il y a toujours eu un rapport... mais comme les plus grands, enfin, vous voyez, Sean Penn, Ang Lee, enfin, tous des grands noms comme ça, en fait, c'est des gens très simples et ils vous mettent très vite à l'aise, quoi. À partir du moment où ils ont confiance aussi, bien entendu. Alors là, pourquoi avoir confiance en moi et tout ça, je ne peux pas vous le dire. Ça, je sais pas. C'est pour revenir sur presque les 2 extrêmes, 2 temps extrêmes dans la fabrication d'un film. Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler à partir d'un storyboard avec quelques réalisateurs, et qu'en pensez-vous? Donc avez-vous eu l'occasion de travailler à partir d'un storyboard, et que pensez-vous de cette démarche-là? Et à l'autre extrémité, vous parliez tout à l'heure, suite à la question de Jannick, votre sentiment sur la post-production. Je me pose quand même une question, mais là, en petit cinéaste amateur. Est-ce qu'on ne peut pas quand même un petit peu rattraper des choses au montage, quand on bidouille un peu? Oui, bien sûr.
Au montage ou en post-production, bien sûr, oui, oui. Mais pareil pour le son, pareil, bah, oui, bien sûr. Il y a des sons un peu pourris, où il y a un bruit, où il y a un toc, et voilà, on arrive à l'effacer et tout ça. Donc bien sûr, on peut rattraper des choses, bien sûr, mais c'est des petites choses techniques. C'est pas ça qui va donner l'âme de la scène. L'âme de la scène, c'est la prise de vue. Mais bien entendu, bah oui, oui, ça sert à ça. Bien sûr, on passe son temps à faire ça, bien sûr. Et c'était quoi le début? C'était... Pardon? Ah oui, le storyboard, ah oui, oui. Ah non, oui, non, mais je sais pourquoi, voilà, j'ai tout de suite évincé tout ça. Non, je déteste ça. Bon, maintenant, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que de temps en temps, le storyboard peut être utile, en particulier quand il y a des effets spéciaux, par exemple. Ça permet à tout le monde de savoir, par exemple, avec René, dans Les Herbes Folles, à la fin du film, il y a des plans qui se passent dans un petit avion, qui est truqué avec fond vert, il y a des images qui sont incrustées, et qui sont incrustées derrière, mais en reflet, etc. Et donc ça, il y a une équipe qui a été tournée ces plans-là en hélicoptère, etc. Et c'était important qu'on sache les plans qu'on allait faire. Parce que moi, j'avais besoin des images avant pour raccorder en lumière. Par exemple, quand l'avion tourne un peu, qu'il y a le soleil qui tourne, moi je faisais tourner le soleil, par exemple. Voilà. Mon soleil, le faux soleil en studio, évidemment. Mais non, pas le vrai, malheureusement. Mais j'y arriverai un jour, je pense. J'essaierai. Non, mais en tout cas, voilà. Donc ça c'est très important. Et donc, par rapport aux gens qui ont fait ce qu'on appelle les pelures, c'est-à-dire les images qui sont projetées derrière ou incrustées, ou en reflet, les effets spéciaux, tout ça. Donc là, par exemple, il faut un storyboard. Là, ça c'est un outil de travail. Mais sinon, pour découper, pour raconter une histoire, non, je trouve ça aberrant. Par contre, ce qui est important, c'est de faire un découpage. C'est-à-dire que le réalisateur, il a une idée. En général, on travaille ensemble, mais des fois, le réalisateur, il le fait tout seul aussi. À quel moment on fait telle partie, on coupe à cet endroit-là, et à ce moment-là, il y a un travelling, à ce moment-là, il y a ceci. Après, on en discute, peut-être qu'on peut tout combiner, ou pas du tout, peut-être qu'on va rajouter un plan. Donc il y a quand même une ébauche de rythme, et le rythme, c'est quoi? C'est soit des plans fixes, soit des plans à l'épaule. Vous voyez, dans le film Nos Agents de Cœur ce soir, tout le début, c'est quasiment à l'épaule tout le temps. Après, on est sur travelling, ça c'était des choses qu'on s'est données. Et après, c'est Jean Lecoq qui venait avec les idées. Mais après, je lui proposais aussi des idées sur le bateau de travelling qui s'avance pour la suivre, elle, quand elle essaye de téléphoner ou des choses comme ça. Voilà. Donc c'est important, voilà. C'est pas tant un découpage que le sens du rythme, de comment on va raconter tout ça. Et c'est pas du tout pareil quand on est en gros plan, en téléobjectif avec des rails et tout ça, ou si on a une caméra à l'épaule à côté, par exemple. Donc ça, voilà, ça, il faut le déterminer. Mais après un storyboard, moi je trouve ça sans intérêt, parce que ce qui m'intéresse, c'est il y a quand même un moment, on commence toujours, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que j'aime travailler, par voir ce qui se passe avec les acteurs. Tant que j'ai pas vu les acteurs, je sais pas filmer. Et moi, je peux pas mettre en place des choses dans l'absolu en disant l'acteur, il entre là, il sort là. Non, on a besoin de les voir. Et si ça se trouve, c'est pas du tout ça, c'est plutôt par là que ça va se passer, ou là-bas. Donc voilà, j'ai besoin de ça. Et donc si on se dit qu'on sait que c'est un travelling qui va accompagner et tout, et ben au lieu de le faire là, on va le faire là-bas, voilà. Mais j'ai besoin de voir. Donc je peux pas être sur un truc théorique. Et puis en plus, il y a une chose qui est très dangereuse, c'est quand il y a un storyboard, ça veut dire que pour toute l'équipe, ce qu'on va filmer, c'est exactement ce qui est dessiné. Donc ça veut dire que les décorateurs, on va faire ce plan-là. Donc il n'y a pas besoin de là, il n'y a pas besoin de là. Or moi, quand j'éclaire, c'est facile pour moi d'aller là. Et donc il n'y a rien. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut quand même qu'on soit toujours sur le qui-vive et qu'on soit toujours en train de se poser la question, qu'est-ce qui peut être intéressant et qu'est-ce qui peut nous surprendre aussi. Bon, maintenant, j'ai demandé à Koreeda, parce que là, pour le coup, on parlait de Zajanke, qui parle un peu anglais, donc on arrive à se comprendre, mais Koreeda, elle parle ni français ni anglais. Donc là, c'est un peu compliqué. C'est la première fois que ce cas de figure arrive. Pour un film qu'on a tourné en France, donc en français, qu'on a tourné à Paris, et donc avec Binoche et Deneuve. Et là, je lui ai demandé, parce qu'il dessine très bien, et là, je lui ai demandé de me faire des petits dessins tous les jours. En fait, c'était son découpage, mais je voyais très vite qu'est-ce qui l'intéressait, à quel moment, de quelle réplique. C'était une façon de dialoguer aussi. Donc comme quoi, il n'y a pas non plus... Mais c'est pas un storyboard, c'est des petits dessins, et je vois bien qu'il y a telle réplique. En fait, c'est celle qui écoute, là, qui l'intéresse, etc. Donc ça m'aide à comprendre comment on va filmer la scène et comprendre les enjeux de la scène, par exemple. Donc il y a toujours des subterfuges, enfin, il n'y a pas de règle, voilà. Mais d'une façon générale, je déteste les storyboards. Pour moi, c'est la mort, en fait. C'est qu'on va vraiment illustrer ce qui a été dessiné. Dessiné par qui? Par quelqu'un qui fait en plus des perspectives et tout ça, mais
Moi, je vais choisir les optiques que je veux utiliser pour les perspectives, etc. Voilà. Donc pour moi, c'est assez absurde. Mais une fois de plus, quand c'est très technique, enfin, les fameux storyboards de Hitchcock dans Les Oiseaux, ça c'est extraordinaire parce que c'est une machinerie qu'il a inventée qui est démentielle. C'est que tout à coup, il y a un oiseau, il y a tel plan, ceci, on voit, il y a 2 oiseaux, il y a 3 oiseaux qui passent, etc. Et où là, il y a des faux oiseaux, des vrais corbeaux, enfin voilà. Donc là, évidemment, là, c'est parce que c'est une mécanique infernale, mais ça, c'est pour une séquence. Ça, oui, bien sûr. Donc voilà, il n'y a pas de règle. C'est une question un petit peu naïve pour comprendre le rôle du chef opérateur. Est-ce que vous choisissez aussi, par exemple, la couleur des murs, du papier peint ou de la peinture un petit peu verdâtre moche, ou la couleur des vêtements, parce que vous nous avez dit au début des couleurs vives et après des couleurs plus sombres. Vous avez votre rôle là, ou c'est imposé par d'autres personnes C'est pas du tout une question naïve, elle est essentielle. Bien sûr, je travaille avec les gens qui font les costumes, les gens qui font les décors, bien entendu, c'est essentiel. Et on se met bien d'accord, c'est pour ça que souvent, j'aime beaucoup, avant de tourner, de faire des essais. Quand j'ai une idée de la matière d'image ou le style du film, c'est important aussi de montrer aussi aux décorateurs ou aux gens qui font les costumes, par exemple, une couleur très vive peut devenir beaucoup plus terne une fois qu'elle est filmée, ou vice-versa. Donc c'est important qu'ils voient aussi, et ça on travaille ensemble, bien sûr. Oui, c'est un vrai travail en complicité, c'est essentiel. Toujours. Donc les costumes, ils sont faits très longtemps en amont? Pas forcément. Pas forcément. Mais ils peuvent être. C'est facile aussi de les passer. Parce qu'il suffit aussi, ils font des espèces de jus, je sais pas, ils arrivent à les patiner aussi. Comme vous, quand vous faites 50 machines à laver, voilà. Donc ils arrivent à faire ça aussi. Et voilà. Non, c'est. Après, sur le stylisme et tout, c'est plutôt avec le metteur en scène que ça se passe. Et puis avec les acteurs aussi. Mais parce que aussi ils ont leur mot à dire, bien entendu. Mais sur le rendu des couleurs, oui, c'est un rapport avec moi, bien sûr. Tout dépend comment je vais travailler aussi en lumière et l'outil numérique, film, etc., pellicule. Donc bien sûr, oui, c'est essentiel. Et puis rien n'empêche de changer. Et puis en même temps, le premier jour de tournage, c'est que le premier jour de tournage. Donc peut-être qu'un costume qui arrive 3 semaines plus tard, il attend d'être changé aussi. Donc voilà, c'est toujours un travail qui se fait tout le temps, en parallèle. Oui. Je vous propose de terminer là. Moi, je m'arrête.